Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau spécial Salon du Livre 2019 et comme je l'ai dit depuis l'ouverture, on va vous faire vivre les différents moments de ce stand Pôla Écolo, stand dédié aux auteurs et éditeurs du Congo. Et je suis en compagnie de trois auteurs comme vous le voyez, Atipo Ndinga, Itwa Ndinga plutôt. Atipo, c'est... On va revenir, Atipo nous ramène à Dibakala Mankessi, Jean-Aimé Dibakala. Et toutes mes excuses, Itwa Ndinga, je n'ai pas le droit de me tromper sur vous puisque ça fait des années qu'on se connaît. Vous êtes pardonné. Et j'ai Adèle avec moi, Adèle Kabi Livana, c'est ça? Tout à fait. Et Jean-Aimé Dibakala qui va nous présenter donc Atipo. Voilà pourquoi il y a eu ce petit transfert d'esprit. Atipo, moi Marie, et Adèle est venue avec beaucoup de livres. Il y a Cissé Diallo et les écrans de la Discorde. Ensuite, il y a les contes de la pleine lune. Itwa Ndinga va nous parler de Maman, je reviens bientôt, et bien sûr des autres auteurs, puisqu'il représente une plateforme d'auteurs congolais, mais dont certains ne sont pas présents physiquement ici au salon. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Et bon, les deux on a déjà eu l'occasion de discuter. Ouais. Donnez la parole à la dame. Alors Adèle, c'est pas la première fois que tu es au salon, tu es habitué du salon de livre. Comment tu te sens cette année? Cette année, je suis contente d'être là, contente de savoir que le Congo avait encore un espace, contrairement à l'année passée où on était représenté nulle part. Donc de ce point de vue, c'est déjà un grand plaisir. Et beaucoup parlent de l'espace, du fait que cet espace soit réduit, que ça ne révèle pas la grandeur du Congo, tout le moins au niveau littéraire. On sait que le Congo c'est un grand pays, l'un des grands pays africains où on compte beaucoup d'écrivains au kilomètre carré et qu'on soit réduit à 9 mètres carrés. Ça vous fait quoi vous? C'est vrai que ça fait quelque chose. Quand on arrive, moi je m'attendais déjà à trouver quelque chose d'assez vaste, mais curieusement je suis arrivée et j'ai trouvé ce petit stand minuscule. J'étais un peu choquée. Mais maintenant tu n'es plus choquée? Non, l'essentiel en fait c'est d'avoir un point d'ancrage. Un point d'ancrage au sein duquel nous pourrons parler librement et intelligemment de notre culture, de nos ouvrages. C'est ça le plus important. Et Jean-Aimé, qu'est-ce que tu penses de ces polémiques? Oui, en effet, on était habitué à quelque chose de grand. Et là, c'est réduit, mais je pense que l'important, c'est d'être présent. Comme l'a dit Adèle, l'important, c'est effectivement d'avoir cet espace, un espace où nos auteurs sont représentés, où nos ouvrages sont représentés, où on peut échanger avec le public, où on peut échanger justement sur nos livres. Je pense que ça, c'est le plus important. Et ton livre, c'est Atipo? Alors, Atipo, mon mari, c'est le dernier ouvrage en effet que j'ai publié. Il y a aussi... qui est sélectionné parmi les 15 livres du prix des Afriques de la scène littéraire. Exactement. Et il y a aussi cet ouvrage collectif qui parle de la famille. Et puis j'ai aussi participé au dernier ouvrage, à un ouvrage sur Franklin Kaka. Voilà, Franklin l'Insoumis. Ouais, un collectif de 14 et je crois qu'il y auteurs, avait un certain Anthony dont moi-même qui a également participé. Donc voilà, c'est pour ces 3 livres que je fais. Alors, et toi, outre Maman, revient bientôt, ton dernier, tu es venu avec des ouvrages des auteurs de Brazzaville, de Pointe-Noire, qui malheureusement ne sont pas au salon, bien qu'on aurait aimé les avoir, Georges Sokat Mavouba, Alphonse Chardin-Kala, qui je signale en passant était mon professeur de français au lycée, notre professeur de français au lycée. Le directeur de la culture de Huguette Nganga Massanga, et puis bien sûr Pierre Semou, sans oublier le livre Discours sur un Congo en chantier de Jean-Jacques Bouya. Alors comment ça se fait? Alors justement, avant de parler de ces écrivains de la plateforme que j'anime, n'est-ce pas, je voudrais intervenir, sinon réagir par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure.
concernant la surface, n'est-ce pas? Oui, depuis hier, je vous répondais que et ce n'est pas parce que nous sommes dans un espace petit que nous sommes petits culturellement. Non, le Congo est un grand pays de culture. Le Congo est un grand pays littéraire. Et littérairement parlant, le Congo, n'est-ce pas, aux yeux de l'Afrique, aux yeux du monde, est un pays influent. Vous pouvez avoir un espace grand et être petit culturellement, n'est-ce pas? Nous avons cet espace qui est petit, mais dans notre petitesse par rapport au contexte, nous sommes grands spirituellement, nous sommes grands littérairement. C'est vrai, on est choqués parce que nous étions habitués à notre bassin, grand bassin, n'est-ce pas? Oui, il ne faut pas toujours se baigner dans le grand bassin. À un certain moment, il faut revenir au petit bassin pour prendre un autre élan, pour nager encore de... C'est pas évident de voir Michael Phelps nager dans un petit bassin. C'est pas grave. L'essentiel est d'avoir un peu d'eau. Dans le petit bassin, nous avons aussi la présence aquatique, n'est-ce pas? Il y a de l'eau. On peut nager là-dedans. Oui, justement, c'était juste une plaisanterie avant de passer sur l'essentiel. Je suis l'initiateur, sinon le président de la plateforme dite des bâtisseurs. En fait, c'est une plateforme qui est née il n'y a pas longtemps parce que nous avions constaté, quand j'étais ici en décembre dernier, que les écrivains congolais, n'est-ce pas, étaient absents à 2 salons du livre consécutifs, 2017 et 2018. Donc je me suis dit que cette année, à l'édition 2019, il faudrait que les écrivains congolais soient là. Donc j'ai créé cette plateforme. Et cette plateforme est animée par plusieurs écrivains. Les écrivains qui sont beaucoup plus au Congo-Brazzaville qu'ici en France. C'était là, j'allais poser la question. Est-ce que c'est une plateforme donc, qui réunit juste les auteurs qui sont oui, mais parce qu'ils ont, place, qui sont au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? Pour la simple raison qu'au Congo, on n'a pas plus de visibilité que Dibakana qui exerce en France. Il peut aller partout au salon de Genève, et il peut aller dans des cafés parisiens comme il a l'habitude de le faire. En termes de circulation, c'est plus facile quand on est à Paris que quand on est à Brazzaville. Voilà, justement. Donc, c'est un corpus d'écrivains, n'est-ce pas, autour de cette plateforme. Donc, je suis arrivé avec l'ouvrage de Pierre Tsemou, n'est-ce pas, Un bébé pas comme les autres. Pierre Tsemou, il a été notre enseignant, comme Alphonse Ekala aussi. Il ne m'a pas enseigné personnellement, mais c'est quelqu'un qui a enseigné nos enseignants. Donc, oui, vous le connaissez bien d'ailleurs. Nous nous devons de le respecter. C'est un très beau texte, hein, et je vous demande de le lire, n'est-ce pas? C'est un texte qui parle aussi d'humanisme. Vous savez, en ma qualité d'enseignant de littérature comparée, je suis sensible à ces notions. Humanisme. Oui, nous devons être dans cette quête d'altérité. Nous devons être dans cet amour. L'humanisme, c'est aussi les lettres, comme nous nous sommes retrouvés. Notre sœur a écrit, notre grande sœur, notre aînée a écrit, vous avez écrit, moi j'ai écrit, les autres qui sont autour de nous ont écrit, mais c'est ça l'humanisme. C'est le dialogue des lettres, c'est le dialogue des cultures, c'est ce que l'on appelle aussi l'humanisme. Alors donc j'ai aussi Huguette Nganga Massanga. Moi aussi je parlerai dans un film. C'est le théâtre. C'est un théâtre, un très beau texte que je vous recommande. En tout cas, on peut le lire en 45 minutes. Peut-être pour Adèle et Jean-Aimé, moi j'ai déjà lu. Et là c'est le foutoir dans mon pays. Mais j'adore le titre, hein, ce foutoir. Et pourtant, mon pays. Il se l'approprie, ce foutoir. Il le désigne, le C démonstratif. Ce foutoir. Et pourtant, mon pays. Donc de la démonstration à la possession. Donc, c'est un prof de français qui parle. Cet espace, aussi réduit soit-il, il est à nous. Justement, cet espace, aussi réduit soit-il, il est à nous. Le Congo, oui. Je parlais d'humanisme avec Tsemou. Je fais juste une transition pour dire que Kala est très intéressant en parlant de ce foutoir qui est son pays à lui. On ne sait pas lequel, mais il pourrait bien être notre pays à nous tous. Vous voyez, il parlait d'humanisme et il parle de ce foutoir. À un certain moment, il faudrait que nous ayons quelque chose qui pourrait s'appeler humanisme vis-à-vis de notre continent, vis-à-vis de notre pays. Parce que nous avons pour habitude de massacrer l'Afrique. Nous avons pour habitude de massacrer le Congo. Kala dit, oui, il le massacre comme nous tous nous le massacrons dans nos ouvrages. Il dit, au finish, ce foutoir, ce pays que je martyrise avec mon stylo, ce pays que je déteste, n'est-ce pas, quand je suis en transe, ce pays qui ne me plaît pas quand je le regarde comme ça, il est tout de même le mien.
Alors, en dehors de... le Il dernier y a ouvrage, il y a, Georges Mavouba voilà, le doyen, Soka. l'ancien. C'est un homme que l'on respecte beaucoup, Oui. n'est-ce pas? Un homme Il a écrit pour un qui j'ai beaucoup de il a estime commis et avec un qui j'ai très beau côtoyé texte. pendant plusieurs années. Je vous le recommande également parce que là-dedans, il parle de la société africaine, pourquoi pas congolaise, où il y a l'argent, où il y a le sexe, où il y a tout, un peu de tout. Hein, comme disent, il y a un peu de tout là-dedans. Donc c'est un très beau texte et je vous le recommande. Vous devez impérativement le lire. Alors, merci Itoa. j'ai pas fini. Ah, Oui, j'ai pas fini. Alors, il y a ce livre. Il est de Jean-Jacques Bouya. Discours sur un Congo en chantier, n'est-ce pas? Je vous la littérature en tant que telle. Non, ce n'est pas de la littérature pure, n'est-ce pas? C'est un ouvrage, un livre, un essai qui parle d'urbanisme, d'urbanisation. Mais en tout cas, il est très bien écrit. C'est une compilation de discours. Les discours qu'il a eu à prononcer partout où comment on appelle les poses de pierre, c'est ça? Où il y avait des inaugurations. Voilà, où il y avait des inaugurations, des pierres posées, des poses de pierre, n'est-ce pas? Un peu partout. Donc, vous trouverez là-dedans des discours sur la route Pointe-Noire-Brazzaville. Hein? Heureusement qu'il y a eu cette route, sinon on serait dans la merde avec la situation que nous avions connue dans le pôle. Il y a l'ouverture du Congo au monde, parce qu'il y a la route Congo-Gabon, il y a la route Cameroun-Congo également. C'est des discours bien rédigés, bien écrits, n'est-ce pas, que je vous recommande également. Parce qu'en notre qualité d'intellectuel, nous ne devons pas que lire de la fiction, il faut lire un peu de tout. Exactement. Donc, je vous recommande ce livre de Jean-Jacques Bouya. Adèle, tu es venu avec ce livre, celui-là. Il y a 4 livres qui parlent plus. 3 livres. 3 livres. Oui. Mais j'en ai curieusement 4. Hein. Pour moi, Ah non. Adèle en a 2, en a 3. Là, c'est Noël Kodia Ramata. Voilà. Les contes de la pleine lune, contes et histoire du Congo, et puis Cissé Diallo et les écrans de la discorde. Alors, tu es dans le compte. Parle un tout petit peu de chaque ouvrage. Cissé Diallo et les écrans de la discorde, parle de quoi? Alors, De la télé ou des ordinateurs? Cissé Diallo et les écrans de la discorde, c'est mon dernier ouvrage qui n'est pas un conte comme d'habitude, qui sort un peu du lot. Alors ces livres parlent justement des écrans. Les écrans, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là? Parce que Adèle, que vous voyez, je fais partie d'un groupe, d'un réseau dans le cadre de la parentalité, dans le cadre associatif, où nous abordons plusieurs thématiques. Il se trouve qu'il y a quelques années, nous avons travaillé sur la thématique des dangers des écrans. Alors donc, à l'issue donc de tous ces débats, de tous ces échanges que nous avons eus avec les professionnels, Une idée à germer. voilà, une idée a germé dans ma tête. Donc il fallait justement, j'ai imaginé cette histoire de Cissé Diallo qui est là donc pour en fait attirer l'attention des adultes que nous sommes. C'est un livre qui s'adresse non seulement aux enfants, mais qui s'adresse à toute la chaîne humaine. Parce qu'aujourd'hui, les écrans, c'est vrai que c'est intéressant, mais il y a aussi quand même un côté assez nocif. Très nocif. Très nocif des écrans. Dans l'abus. Voilà, donc voilà, j'ai donc imaginé cette histoire dans le but de sensibiliser les gens, sensibiliser les familles que derrière les écrans, il faut faire attention, il faut savoir aussi poser des règles. Voilà, il faut savoir arrêter à un moment. Arrêter à un moment à un autre, poser des limites, aussi surveiller, voilà, ne pas laisser les écrans à la portée des enfants pendant des heures et des heures. Donc voilà, l'objectif c'est celui-là. Et puis les 2 autres, c'est ton univers habituel. C'est mon univers habituel, c'est les contes de la pleine lune. Voilà. J'espère que quand on les lit, ils ne se transforment pas en loup-garou. Mais non, ça ne parle pas des loups-garous. C'est juste en faisant un clin d'œil à la pleine lune. Contes et histoires du Congo, ce sont des contes existants déjà ou bien des contes que toi-même tu as... Contes et histoires du Congo, en fait, c'est mon premier livre, c'est mon premier amour. C'est en fait
la genèse de ce livre, c'est quand j'ai commencé à travailler dans les bibliothèques des écoles et j'avais vu que sur les étagères, j'ai trouvé des contes de l'Afrique de l'Ouest, Mais il n'y avait pas les mais il n'y avait pas les contes du Congo. Et donc moi, en tant que ressortissante du Congo et étant aussi d'une ethnie batéké où l'oralité a toujours été très présente, et sachant que dans mon enfance, j'ai beaucoup assisté à des séances de contes parce qu'à la maison, tout le monde contait, ma mère, ma grand-mère, les tantes et tout. Et c'est là que j'avais décidé justement de retranscrire ces histoires que j'avais donc en magazine. Au cours de ton enfance. Voilà, justement pour combler ce vide-là, combler ce manque. Et aussi justement pour que ces histoires qui sont demeurées à l'état choral soient aussi écrites pour les générations futures. Jean-Aimé, toujours dans ce registre-là, conservation, c'est un peu le travail que tu as fait avec Atipo, parce que tu pars d'une chanson de Pamelo Muka, que tout le monde connaît, qui est dans gros succès dans les années 80 et que tu as mis en écriture. Exactement, c'est toujours la question effectivement de la transmission. On parle de nos cultures, de ce que nous avons nous, de riches, pour pouvoir justement lui faire prendre plusieurs chemins. Là donc j'ai pris, c'est l'une des nouvelles, hein, c'est un recueil de 11 nouvelles, oui, en tout cas la première qui donne le titre. Qui donne le titre. Donc, je me suis effectivement inspiré de la chanson Atipo de Pamelo Muka qui, comme tous les mélomanes le savent, c'est la chanson concernant ce monsieur qui est donc de la diaspora et qui fait venir une épouse qui fait épouser par sa famille au Congo. Donc les deux ne se sont jamais vus. Et donc quand la fille arrive en France, elle se rend compte que le personnage qu'on l'a vendu, c'est pas vraiment le même que. Le personnage qu'on a vendu, Voilà. c'était exactement Voilà, ça. c'était Sidney Poitier. Sidney Poitier, alors Exactement. le gars ne ressemble en rien à l'acteur américain Sidney Poitier. Donc là-dedans, en fait, j'ai voulu interroger aussi plusieurs questions, parmi lesquelles, justement, la question de la rencontre. Vous savez, lorsque nous, on est ici, nos parents qui sont en Afrique ont une autre idée de la vie que nous menons ici, parce que nous sommes forcément déconstruits et nous également nous voyons exactement, on leur dit pas la vérité. Et donc, cette jeune fille, finalement, elle se rend compte que la vie qu'elle menait, pas les conditions de vie qu'elle menait à Brazzaville, sont tout à fait meilleures, supérieures que les conditions de vie alors qu'elle pensait autre chose. Donc, c'est aussi cette histoire de la rencontre. Et puis, bon, il y a d'autres nouvelles. J'aborde aussi de se dire, par exemple, il y a un côté un peu fantastique, un côté ésotérique dans certaines nouvelles, effectivement, telles que la nouvelle de la visite nocturne, où effectivement le personnage principal est catapulté dans un univers qu'il ne maîtrise pas, et où il devient un animal en quelque sorte. Il y a aussi un petit côté polar, un petit côté roman noir avec le légionnaire venu de Gabon. Exactement, avec le légionnaire venu de Gabon, effectivement, j'aborde un peu les questions liées aux guerres civiles qu'il y a, donc, malheureusement, qu'il y a eu, qui sont souvent orchestrés par des puissances exactement, souvent instrumentalisés et tout, et donc voilà, cet homme qui a été donc un milicien, enfin non, un soldat, qui se retrouve ici en France, légionnaire, qui vont dans la Légion étrangère et qui pense que toute son histoire passée au pays est dissolue, alors que finalement toutes les filles sont là. Hein. Ils se rendent compte en fait, ils n'étaient pas aussi malins que le Tout à fait. C'était un vrai conteneur. Exactement. Donc son histoire le rattrape finalement. Et j'aborde également la question de l'écriture. Vous savez, nous sommes dans des sociétés. Oui, avec l'écrivain Ikobo, l'affaire de l'écrivain Ikobo. Nous sommes dans des sociétés où se retirer, quelle que soit la raison, se retirer des autres est souvent mal perçu. L'isolement. Or, souvent nous sommes dans des métiers, que ce soit comme enseignant, que ce soit comme écrivain, on est obligé, journaliste, on est obligé de se retirer des autres, et souvent c'est mal perçu, ou en tout cas c'est perçu d'une certaine façon. Et là justement j'aborde ces questions, comment en même temps on doit faire partie de la société, et comment en même temps il faut quand même se retirer pour Prendre travailler. ce recul-là, voilà, comment c'est Et puis il y a des corps de métiers qui sont considérés comme des métiers d'élite et qui sont regardés avec. On dit quand tu es écrivain, on a l'impression que
tu es forcément célèbre, tu gagnes forcément popularité. Exactement. Alors que souvent C'est pas le cas. Souvent, on a des projets. Et il y a un petit côté drôle avec le blues du Dragon. Oui, alors, le blues du Dragon, j'accorde. Ça va, ouais. Ça va et toi? Tu dédicaces? La drague. Tu C'est-à-dire dédicaces, que toi? toutes les stratégies que nous mettons en place pour faire venir chez nous une personne qui est d'une autre histoire, qui est d'un autre sexe, ou même du même sexe, pourquoi pas. En tout cas, de le convaincre à faire un chemin avec nous, finalement, c'est quelque chose de très intelligent, finalement. Enfin, je pense que c'est donné comme ça, mais en fait, c'est toute une histoire. Et donc là, effectivement, dans le blues du Dragon, on aborde un peu ces questions-là. Ce monsieur qui passe son temps à draguer les filles, et finalement, ça lui tombe dessus. Voilà. J'avais l'habitude de gagner. Et voilà, je suis maintenant pour m'acheter Julio. Oui, mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Dibakana, c'est cet aspect de choses, n'est-ce pas, qu'il aborde, lequel il part d'un genre pour un autre genre, n'est-ce pas? C'est l'intergenre que je pourrais appeler ici l'intermédialité ou l'interculturalité ou encore l'intertextualité. C'est qu'il part de la chanson, n'est-ce pas, de mon cas. Hein? Il part de la chanson pour le roman ou pour la nouvelle. Donc il part d'un genre, n'est-ce pas, littéraire aussi, pour un autre genre littéraire. Donc de la chanson, on aboutit à la nouvelle. En tant que c'est quelque chose qui me flatte en ma qualité de comparatiste. N'est-ce pas? Il nous faut ces regards croisés, artistiques, hein? Ce que l'on appelle l'interarticité. Voilà, c'est ce qui me frappe quand je parcours. Je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai eu la chance de le ravir à quelqu'un. J'ai essayé un peu de le parcourir, mais j'ai tout de suite compris que Dibakana a compris. Mais je me pose la question jusqu'à présent de savoir si Dibakana a compris comme j'ai compris. En fait, je voudrais dire à Dibakana aujourd'hui qu'il s'agit là de l'interarticité, c'est-à-dire le chanteur c'est un artiste, vous, écrivain, vous êtes aussi un artiste. Donc vous prenez un genre artistique, vous le ramenez vers un genre artistique, n'est-ce pas? C'est ce que l'on appelle l'exercice qu'il avait déjà fait quelques mois plus tôt avec ce livre, Franklin l'Insoumis. Voilà, sans doute. Il était parti de la chanson Bibi. Oui. C'est un ouvrage collectif. Bibi, pas même putain de la révolution. Voilà. C'est moi. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est que Atipo, Abalamwasi la photo, c'est quelque chose de ce genre. Je ne voudrais pas trop t'interpréter pour ne pas abîmer l'idée première de l'auteur, du compositeur en même temps, n'est-ce pas? Mais il s'agit là d'une question essentielle, c'est le fantasme. Le fantasme n'est toujours pas mauvais, mais le fantasme a aussi ses conséquences. Oui, Atipo, Abalamwasi la photo, Atipo ne connaissait certainement pas cette femme. C'est pas Atipo qui a c'est Marie-Elisa. Marie-Elisa, voilà. Abali Moubel il a photo, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est Marie-Elisa. C'est la question des fantasmes, l'illusion. C'est très intéressant et je vous encourage d'aller toujours dans ce sens. Bon, merci Adèle, merci toi, merci Jean-Aimé. Merci à vous également d'avoir suivi cet entretien. À moins que tu aies un dernier mot. Oui, un dernier mot s'il vous plaît. Alors je voudrais dire que à tous ceux qui nous regardent sur Ziana TV, il y a une plateforme des écrivains congolais qui s'appelle Plateforme des bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est des gens qui bâtissent, n'est-ce pas? Et celui qui cherche à bâtir ne cherche pas à détruire. Nous avons constaté que la littérature congolaise, n'est-ce pas, des Congolais du bled, comme nous sommes des blédards, était un peu dans cette destruction par manque de soutien. Et nous avons créé cette plateforme pour faire revivre cette littérature congolaise du Congo, n'est-ce pas, pour un peu plus de visibilité de nos écrivains et de nos artistes. Donc qu'ils viennent, qu'ils adhèrent au mouvement. Nous avons de très très grands écrivains. Nous avons Pierre Tsemou qui est là. Et nous n'avons pas seulement besoin de la fiction, nous avons aussi besoin des gens qui nous emmènent des livres qui nous parlent du Congo profond. Il n'y a pas que de la littérature, c'est la raison pour laquelle je dis que vous devez lire le livre de Jean-Jacques Bouya. C'est un livre très très intéressant, à Dieu ne plaise, il est très intéressant. Lisez, ce sont des discours.
Dibakana, vous qui aimez travailler sur l'intertextualité, lisez le livre de Jean-Jacques Bouya, vous aurez beaucoup à dire et certainement de cette lecture sortiront encore des nouvelles que vous allez faire publier chez la Doxa. Merci Douaniga, merci à Adèle Kabi Livana. Merci à toi. Merci à vous aussi. On se retrouve un peu plus tard pour une autre interview, pour une autre rencontre avec les auteurs et éditeurs du Congo dans cet espace Pona Écolo. Merci et restez calés sur Zia Natif. Ok. Merci. Tu veux manger où? Je te donne. C'est bon.